Bonjour Carole Mann, alors merci d'être avec nous à la fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation, même sans public, en raison des conditions sanitaires, dans le cadre de notre forum annuel Femmes debout, Femmes en résistance, forum qui chaque année est consacré donc à la journée des droits des femmes du 8 mars. Alors, avant que d'en venir à vous, Carole, quelques mots sur les lieux dans lesquels nous sommes. Le Camp des Milles, entre Marseille et Aix-en-Provence, est le seul grand camp français d'internement et tragiquement de déportation, encore intact. Le site mémorial a ouvert ses portes en 2012, fin 2012, et ici nous proposons donc une approche scientifique qui est fondée avant tout sur une approche interdisciplinaire et intergénocidaire, donc qui a un fondement chez nous d'une éducation à la citoyenneté contre tous les extrémismes identitaires. Alors, en temps normal, c'est-à-dire hors situation de crise sanitaire comme nous la connaissons en ce moment, nous recevons plus de 120 000 personnes par an, dont 70 000 jeunes, issus de l'éducation formelle comme informelle. Nous agissons également dans les espaces fermés, dans les quartiers, sur les lieux de travail, dans les espaces de vie en général. Et l'histoire, notamment celle en lien avec le Camp des Milles, montre que les femmes en résistance sont des exemples pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous. Nous constatons aussi, ici sur site, en temps normal, que nos visiteurs sont souvent des visiteuses et qu'elles viennent ici avec leur famille, avec leurs enfants, avec ce souci de transmettre, mais pas seulement de transmettre une mémoire, de faire comprendre ces mécanismes psychosociaux à leurs enfants. C'est ces mécanismes qui mènent au pire, cet engrenage, comme nous l'appelons souvent ici. Alors, comme nous nous y attachons, et comme le montre votre livre, face à des situations terribles, face à des violences racistes, antisémites, des femmes ont toujours su manifester leur solidarité, justement, leur courage, rester debout. Elles sont nombreuses à être mentionnées dans l'Allée des Justes, du site mémorial, ainsi que sur le mur des actes justes, qui clôt notre parcours muséographique, et qui présente des centaines d'exemples d'actes de résistance, d'actes de courage, d'actes de sauvetage, justement, dans plusieurs contextes génocidaires. Alors Carole, vous êtes sociologue, vous êtes universitaire, vous êtes chercheur attaché à l'Université Paris 8, spécialiste du genre. Vos recherches et votre engagement en faveur des femmes se recoupent étroitement avec votre vie, avec votre parcours de vie. Vous êtes particulièrement intéressée, à travers votre association Women in War, à la condition des femmes dans les situations de conflit armé. Vous êtes rendu vous-même sur ces terrains. Siège de Sarajevo, Afghanistan, Syrie, République démocratique du Congo, pour ne citer que quelques-uns des exemples de vos expériences. Et vous êtes auteur de nombreuses études, articles, ouvrages sur la manière particulière justement dont les femmes vivent ces conflits, résistent à ces conflits. Comment elles sont happées quelquefois et comment en même temps, en tant que femmes, elles réagissent par rapport à ces situations extrêmes. Alors votre dernier ouvrage traite d'un sujet bien spécifique, les femmes juives pendant la Shoah en France. J'en rappelle le titre, nous partons pour une destination inconnue, femmes juives pendant la Shoah en France, ouvrage paru donc chez Albin Michel en 2020. Alors ce travail, c'est une recherche sur des documents conservés au mémorial de la Shoah. Et souvent, ce sont de simples petits billets. Bien sûr, il y a des lettres, bien sûr, il y a des journaux intimes. Mais souvent, ce que vous avez étudié, ce sont aussi ces petits billets jetés, par exemple, quand on voit que se referme sur vous le piège de la rafle, ces femmes qui se retrouvent seules à Drancy ou dans un autre camp d'internement. Alors j'ai envie de vous demander, face à cet insoutenable qu'elles sentent, cette destination inconnue, dont elles savent très bien qu'elle signifie la mort finalement, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a poussé, vous, dans votre parcours de vie. On l'a dit, vous, spécialiste du genre, spécialiste des femmes dans les conflits armés, à entreprendre ce travail. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité ici, dans ce lieu tellement important, et je suis très émue de pouvoir m'exprimer ici. Alors, pour répondre à votre question, il est vrai qu'il m'a fallu au moins 25 ans pour faire le tour de plein de guerres. Enfin, c'est vrai que j'ai commencé avec le siège de Sarajevo et l'Afghanistan, tout ce que vous avez dit. J'ai étudié les réactions des femmes sur place, tout en mettant systématiquement en place des projets humanitaires très spécifiques. Et en fait, c'est maintenant que je me rends compte que j'avais besoin de faire le tour du monde avant de revenir chez moi.
Poser les questions que j'aurais dû poser à ma mère, à mes grands-mères, pendant qu'elles étaient encore en vie. Parce que je suis issue de l'histoire dont j'écris. Et ça, c'est très important. Comme beaucoup de jeunes de ma génération, ou toute génération post-génocidaire, je n'avais pas envie d'en entendre parler. C'était omniprésent, donc je ne voulais pas entendre parler. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, à savoir écrire sur la vie quotidienne des femmes, des mini-stratégies de survie au quotidien. C'est ma spécialité. Je voulais faire ça pour la Shoah. Je signale que ça n'a jamais été fait. Pour la Shoah en France, il y a un livre en Allemagne, mais le quotidien, comme ça, genré, a échappé jusqu'à présent aux chercheurs. Alors, donc, j'ai commencé, en fait, en me disant, bon, je vais écrire, je vais interviewer, je vais faire des choses traditionnelles. Mais ensuite, je me suis rendu compte, et c'est une chose que j'avais comprise il y a très longtemps à Sarajevo, la différence entre avant et après la guerre. Même le lendemain d'une signature de paix, il y a une mise en scène du témoin. Le témoin commence à comprendre. Il regarde par rapport à ce qui s'est passé après et cherche une cohérence, malgré lui, malgré elle. Et les personnes que je peux rencontrer, que j'ai rencontrées, parlent certainement de l'occupation, des premiers internements, mais comparé à Auschwitz, je ne veux pas dire que ça disparaît, mais c'est minimisé. Alors, je me suis dit, comment faire pour avoir le présent, le vécu, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je vais dans des terrains où la guerre a encore lieu et on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, je ne sais pas, j'ai commencé au mémorial, j'ai passé, je peux dire, des années au mémorial, parce que ça a été un travail tellement douloureux que j'ai écrit autre chose en attendant, et j'ai fait plein d'autres choses pendant la période de recherche. Et j'ai commencé à lire certains de ces billets, certaines de ces lettres, et j'ai trouvé une quantité incroyable au mémorial de la Shoah à Paris. Et ce qui était intéressant, c'était que les personnes qui avaient écrit ces lettres ne savaient pas ce qui allait se passer. Moi, je le savais, le lecteur le sait. On sait que la plupart de ces personnes vont être réduites en cendres. Et c'est insupportable. Mais pardonnez-moi, Carole, elles savaient, ces femmes? Elles n'avaient plus aucun doute, selon vous? Non, mais c'est à des périodes différentes. Oui. Les jeunes ont tous de l'espoir. Oui. Et à fur et à mesure que les nouvelles arrivent, elles ont de moins en moins d'espoir. Parce qu'on parle déjà... On parle déjà de la Pologne lors de la rafle du Veldiv. J'ai trouvé un billet écrit au Veldiv pendant la rafle où quelqu'un met, on nous parle d'aller en Pologne. Donc on sait certaines choses. Qui sait quoi? Et aussi le déni. Le déni, c'est quand même ce qui fait vivre et ce qui a fait vivre et survivre les jeunes. Donc il y a des différences générationnelles. En général, on ne croit pas, pendant qu'on est encore dans le camp, qu'on va mourir. Bon, on le sait parfois, ou on ne veut pas le savoir, ou on l'évite, enfin toutes les stratégies imaginables. Une fois dans le wagon de marchandises entassé, avec des vieux, des femmes enceintes, des femmes en couche, on se dit bien que là, la destination, c'est pas le camp de travail promis, ni rien. Et les mots les plus désespérés sont ceux dont vous parliez auparavant, qui ont été jetés par des fenêtres, des trous, enfin, à partir des wagons, ces mots qui ont été trouvés par les employés des SNCF ou des gens qui passent. Alors, Carole, on va y venir. Justement, vous faites une distinction générationnelle. Je crois qu'il y a une autre distinction que vous faites dans toute une partie de votre ouvrage et qui revient assez souvent, c'est la différence de statut social aussi de ces femmes. Elles ne sont pas toutes issues des mêmes milieux. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui distinguait, et malheureusement dans cette tragédie, qu'est-ce qui rapprochait aussi ces femmes juives à la veille de la Shoah et du régime de Vichy qui a livré les Juifs de France? C'est une question plus difficile qu'on a l'air. Je crois que pour les femmes issues des milieux qui avaient déjà été en France depuis plus longtemps, qui sont minoritaires, ça il faut le dire, elles sont minoritaires à Drancy parce que les femmes qui connaissent la France, qui sont installées, ont des lieux de chute plus facilement que les immigrés qui sont venus à l'entre-deux-guerres. Donc il y a déjà ça. Et donc, quand des personnes
qui sont en France depuis donc, plusieurs générations, finissent à Drancy, elles sont dans un état de choc beaucoup plus grand. Elles n'en reviennent pas. En dépit des gens qu'elles connaissent, des pistons, des connexions, des liens ailleurs, elles n'ont pas pu s'en sortir. Ça, c'est un choc, surtout pour des personnes un peu plus âgées. Celles qui viennent de Pologne, qui sont arrivées elles-mêmes après la Première Guerre mondiale, elles ont vu des pogroms. Il y avait des pogroms épouvantables pendant la guerre civile russe. Les Russes blancs qui ont assassiné à tour de bras les gens dans les Stettler et dans les villes. Donc, elles savaient ce que c'était. En France, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Et il y avait une réelle distinction entre les Parisiens qui habitaient à l'est de Paris, Belleville, rue des Rosiers. La première génération, c'est rue des Rosiers, j'en parle d'ailleurs. Et donc, le 11e, le 20e, le 4e, et ceux qui habitaient le 16e. Et c'est à tel point que, donc, dans le 16e, on accueille les dissidents allemands, les juifs, qui sont des intellectuels allemands qui arrivent dès 1933-1934. Hannah Arendt, elle est chez une des Rothschild. Mais on n'imagine pas Hannah Arendt ou ses copines du 16e prenant un café rue des Rosiers ou dans un milieu totalement yiddishophone qui n'est pas le leur. Qui n'est pas le leur, mais en même temps, ces femmes vont être confrontées exactement au même destin. Il y a un moment où la Shoah va frapper absolument tout le monde, sans aucune distinction. Elles ne le savent pas encore. Mais elles le savent à partir du moment où on les embarque, quand elles sont dans les wagons de marchandises. Là, on fait semblant, on s'imagine que des distinctions sociales opèrent encore. Parce que ce sont des mots qui ne se connaissent pas encore. Hélène Baird, dont le journal a été publié, c'est une œuvre extraordinairement émouvante, elle est en état de choc quand elle rencontre des femmes juives polonaises avec 6 enfants et ainsi de suite. Elle est confrontée au monde yiddish, qu'elle ne connaissait pas, elle le dit, elle le redit dans son journal. Et dans le camp, ce sont ces deux mondes juifs, grosso modo, qui se confrontent. Mais à la fin, évidemment, c'est le même menu pour tout le monde. Et il y a probablement beaucoup plus d'unité et de liens qui se forment avec des jeunes générations de lycéennes ou d'étudiantes, parce qu'elles ont eu la même scolarité, parce qu'elles ont la même culture. Dans le cas des filles qui viennent des familles immigrées, elles sont comme les migrants aujourd'hui. Ces jeunes femmes, les sœurs aînées, je parle des sœurs aînées parce qu'elles sont admirables, elles sont souvent l'interface entre la famille, la culture familiale, et les institutions sociales françaises, où trouver des aides et ainsi de suite, et les mairies et les papiers. Parce qu'elles parlent français. C'est exactement la même chose qu'on voit avec toutes les migrations. Les enfants, les femmes, les jeunes filles, et la jeune génération forment ce lien entre la société dite d'accueil et la société dont elles viennent. Ça, c'est très important. Je reviens sur la matérialité des choses à plusieurs niveaux. Matérialité du quotidien des femmes, c'est-à-dire quand on lit les témoignages que vous avez étudiés jusqu'au dernier moment, qu'elles soient prises dans une rafle, qu'elles soient à Drancy, ces femmes sur ces petits billets qui sont souvent un bout de chiffon, un bout de papier de feuille à cigarette, de ce qu'on peut trouver, elles ont le souci jusqu'au dernier moment de mettre en garde, de dire à leurs enfants, j'en lirai un extrait tout à l'heure, restez ensemble, n'allez pas ici, demandez de l'aide à une telle personne, n'oubliez pas, c'est très touchant, d'aller prendre telle paire de chaussures que soigneusement la bonne mère de famille avait mis de côté pour l'hiver. Donc quand on parle d'approche genrée, j'ai envie de dire d'approche maternelle, d'approche féminine, est-ce qu'il y a vraiment une distinction pour vous dans cette horreur de la Shoah entre hommes et femmes finalement? Oui, cela va vous paraître un peu caricatural, mais je m'explique. Oui, j'ai lu à peu près au moins 3000 billets. Les préoccupations masculines et féminines. Il est vrai que les hommes sont déportés d'abord, ils sont en état de choc. Et on a d'abord ceux qu'on appelle les notables, qui sont des avocats, des professeurs, des gens qui sont allés se faire enregistrer
pieusement, j'allais dire, pour rester à l'intérieur du système et pour montrer à quel point ils respectaient les institutions françaises. Donc ces gens-là sont en état de choc et bon, on envoie des lettres, on demande surtout des choses à manger, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Quand des femmes arrivent, parce que les femmes et les enfants sont déportés à partir de la rafle du Veldiv, donc on est en juillet 1942. Les femmes ont déjà vu ce qui se passait. Et elles ont des instincts protecteurs en connaissance de cause, parce qu'elles envoient déjà des paquets depuis 1 an et demi, au moins. Elles sont là en train d'envoyer des paquets, des colis plutôt, dans les camps, à laver du linge. Elles ont appris des choses et elles entendent les rumeurs qui circulent en ville sur le devenir de ceux qui vont être appelés les déportés. Ça, d'une part. Et ensuite, comme leur monde se restreint, de plus en plus de gens sont déportés. Et les plus vulnérables restent là. Les enfants, les jeunes femmes, et il y a ces cas épouvantables, et ça donne des lettres très différentes. La jeune femme qui se fait rafler dans la rue à partir de 42, 43, et parce qu'elle est allée acheter une baguette, et qui a laissé ses enfants en haut. Imaginez la situation. Elle se fait rafler, les enfants sont seuls, évidemment elle va paniquer complètement. S'il n'y a plus personne, plus de sœurs, plus de parents, on écrit à la voisine. Et vous parliez de solidarité avant, des concierges, des voisines, par empathie. Parler d'instinct maternel au-dessus de tout, non, je crois que c'était de l'empathie. Et elle voit des enfants qui sont restés là, elle commence à réagir. Et elle les protège. Justement, les justes, les femmes justes, sont des femmes qui ont montré de l'empathie, qui n'ont pas accepté de voir des enfants partir. Parce que ce n'était pas du tout au programme. Et en l'occurrence, là, on retrouve des femmes justes, des femmes dans l'empathie, mais des hommes justes aussi. Oui, oui. On retrouve, c'est ce que l'on dit souvent ici, dans nos actes justes, c'était souvent des couples. Oui. Je pense au couple du pasteur Manin, au couple du pasteur Donadille, au gardien Auguste Boyer, qui a sauvé avec sa femme, qui a protégé, qui a fait sortir du camp des Milles des enfants à l'été 42, au moment des déportations. Donc on voit bien que les femmes ont aussi cette capacité, je ne dirais pas à s'oublier elles-mêmes, mais très exactement à, comme vous le dites, de l'empathie qui va au-delà du souci presque de leur propre famille, finalement. Il y a des enfants en danger, on les incorpore dans la famille, on les incorpore dans les familles des Cévennes, dans celles du Chambon. Donc c'est quand même un mécanisme aussi de résistance, porté par les femmes, porté par des couples, porté par des familles qui se mettent en place. Mais pour en revenir effectivement au témoignage que vous avez étudié, beaucoup, j'ai envie de dire tous, sont bouleversants, mais pour en citer deux plus exactement, que vous avez retrouvés, que vous avez donc étudiés, comme vous le dites vous-même, certains sont très lisibles, d'autres le sont moins. Alors, je cite celui de Suzanne, internée à Drancy, le 26 septembre 1942, d'après, vous le notez, la date sur le tampon de la poste. Voici ce qu'elle écrit, Suzanne. « Nous partons vers destination inconnue. Paulette, nous sommes prises, maman et moi. Par pitié, envoyez un docteur pour sauver les enfants. Mes pauvres chéris, ayez pitié d'eux. Nous partons de suite. Adieu, adieu. » Oui, alors ce type de lettres, ils avaient le droit d'écrire un billet, une lettre, une carte. Théoriquement, on distribuait ça la veille du départ, et des crayons. Alors il faut imaginer que Suzanne a écrit ça sur le dos d'une autre personne, enfin s'appuyant sur le dos de sa voisine, et elle a parlé de ce qui l'a dérangé n'est pas le mot, mais ce qui l'a chagriné le plus, c'était les enfants. Oui, les femmes s'oublient. Je voudrais ajouter une chose, j'ai vu la même chose à Sarajevo. En fait, j'ai appris beaucoup de choses sur des terrains de guerre actuels, sur moi-même. Déjà, la façon dont les femmes s'oublient. J'ai vu ça à l'œuvre parce que j'ai écrit là-dessus, j'ai passé du temps là. Les femmes se sont oubliées pour sauver des enfants, pour sauver des quartiers, pour sauver la vie. Parce que les femmes, dans ces zones de guerre, et là aussi, assurent la continuité entre l'avant et l'après.
Parce qu'une guerre ne se règle pas à coups de Kalachnikov avec des imbéciles qui se tapent dessus. Non, absolument pas. Ce sont ces femmes qui imaginent la suite. Et puis bon, on a vu les mêmes choses dans le ghetto de Varsovie, parce qu'il y avait l'école qui continuait, des groupes de lecture, enfin toutes ces choses-là ont continué et c'est très important. Et tout ça est là. Et ce sens de la continuité, de la responsabilité envers les générations futures dont vous parliez, en parlant des personnes qui venaient ici, je crois que, bon, pour des raisons sociales et ainsi de suite, elles sont beaucoup plus présentes chez les hommes que chez les femmes. Les histoires de famille se racontent en général, pas toujours, mais en général, d'une génération de femmes à la suivante. Donc cette continuité est là, cette panique totale, parce que Paulette, il faut imaginer que ses enfants sont peut-être, justement dans le cas que je citais tout à l'heure, à l'étage, personne ne voit qu'ils sont là, ils sont terrorisés, ils ont peur, enfin bon, et sans ressources. Il y a sur cette même page, hein, dans votre ouvrage, un autre de ces billets. Je ne sais pas si c'est la même personne, Carole. C'est également Suzanne qui, cette fois, s'adresse à Claudine, également 26 septembre 42. C'est très poignant aussi parce que ça décrit bien là ce que vous étiez en train de dire, justement. Une femme sans doute raflée dans la rue, hein, d'après ce que vous avez documenté. Elle écrit à sa fille: « Ma chérie, ne te sépare pas de Michel », on suppose que c'est son petit frère. « Ne vous laissez pas mettre à l'asile. Écris à papa qu'il vous sauve et à Paulette. Demande conseil au fourreur en face. Peut-être aura-t-il pitié de vous. Nous partons demain, destination inconnue. Je vous serre contre mon cœur en pleurant. » Donc là, on voit bien l'ultime conseil de la mère à ses enfants. Tout à fait. On voit aussi une solidarité de quartier. Elle parle d'un fourreur, ça peut être n'importe quelle autre profession, mais comme vous le dites, on s'adresse à la concierge, on s'adresse aux voisins, on s'adresse dans ces petits billets ou dans les dernières lettres qu'on a pu rédiger peut-être avec encore un petit peu d'espoir, un peu plus d'espoir en tout cas que là. On s'adresse quand même, on essaye jusqu'au dernier moment finalement de faire jouer des solidarités, des liens sociaux que l'on a tissés dans l'espoir au moins de... C'est l'œuvre de Lozé, hein, que nous mettons particulièrement en valeur au Camp des Milles, l'œuvre de secours aux enfants, c'est sauver les enfants. Sauver les enfants. Alors là, je crois que quand même les hommes et les femmes avaient bien sûr la même préoccupation, simplement, vous l'avez bien dit, c'est que souvent les hommes et les femmes ont été déportés à différents moments, et oui, en tout cas raflés à différents moments, et oui, dans différents contextes. Donc les dernières, finalement, ce sont les femmes, et malheureusement aussi les enfants. Voilà. Et ces enfants, j'ai envie de vous demander, Carole Mann, quand vous avez lu ces premiers documents, je dis bien lire, hein, pas étudier. Pardonnez-moi cette question, mais on en a un petit peu parlé, mais quelle résonance cela a en vous? Parce que vous parliez de conflit armé, mais là on n'est pas à proprement parler dans un conflit armé, on est dans une logique. On est dans celle de la Shoah, si tant est qu'il y ait une logique dans la Shoah. On est dans la destruction totale du peuple juif. Est-ce que ces femmes avaient quand même une idée d'où pourrait aller cette persécution? Et est-ce qu'elles avaient tissé entre elles, mais aussi, il semble que oui, des liens de familiarité qui faisaient que malgré tout, cette société française n'a pas regardé complètement ces rafles, ces déportations dans l'indifférence? Ou est-ce que, au contraire, dans ce que vous avez collecté comme document, on trouve ces femmes extrêmement seules par rapport à leur tragédie? Les deux options sont réelles, parce que quand même un nombre significatif de Juifs ont été sauvés en France. Ce n'était pas le cas de la Hollande ou d'autres pays. À ne pas oublier, la France s'en est moins mal sortie que d'autres pays, d'une part. Certaines femmes, évidemment qu'elles étaient seules si elles ne parlaient pas la langue, si elles habitaient dans un quartier tout à fait juif. Là, le fourreur, enfin, j'ajoute quelque chose. Les Allemands, pendant un temps, ont eu besoin des fourreurs. Donc, ils les ont laissés en vie. C'est eux, ils avaient des Ausweis pendant un temps, parce que les Allemands les faisaient travailler. C'est pourquoi on peut demander conseil aux fourreurs d'en face. Et parfois, ils étaient seuls. Tiens, je vais reprendre votre lettre parce qu'il y a des choses intéressantes. Qu'est-ce que c'est que l'asile? L'hôpital Rothschild
accueillait des Juifs, mais malheureusement, il y a eu des rafles à partir de l'hôpital. Alors, on craint que les Juifs les mettent quelque part, c'est de l'asile dont elle parle, et que les Allemands puissent les rafler. Donc, il y a une crainte de ce côté-là. Oui, évidemment qu'il y a eu des solidarités de tout genre, mais une telle crainte. Imaginez l'énormité de la Shoah, parce que c'est quand même un projet total et totalisant. Bon, dans la fête de Pourim qui a lieu en ce moment, il y a Haman aussi qui veut théoriquement détruire tout le peuple juif, et on fête Esther, qui aurait la courtisane juive merveilleuse qui aurait sauvé tout le monde. Alors, l'idée d'un anéantissement total, radical, existe un petit peu quelque part, mais personne ne peut l'imaginer. Je veux dire, ça existe dans les textes bibliques, et il y a eu des pogroms, il y a eu des tentatives de tuer des communautés entières, enfin dans toute l'histoire de la Pologne. Hein. Mais ça, je crois que ça dépasse encore ce qui est connu, ce qui est intégré. Donc, ça va au-delà de tout. Alors, comment j'ai réagi en voyant les lettres des enfants, vous pouvez imaginer, on est en larmes. Moi, il m'a fallu 10 ans, presque 10 ans, pour faire ce travail, simplement parce qu'au bout de 2-3 lettres, j'étais tellement perturbée dans un tel état émotionnel qu'il fallait que je parte. Donc c'est extraordinairement dur, parce que l'innocence de ces enfants, elle est là, c'est la brutalité, l'injustice de la guerre décrite par ceux qui la subissent comme les enfants. Il y a des lettres d'enfants là-dedans. Et oui, il y en a une particulièrement qui ne manque pas de... Effectivement, en dépit de sa pesanteur incroyable, c'est la lettre du petit Simon, hein, envoyée également du camp de Drancy. J'ai du mal à la lire pour différentes raisons. Je vous laisse peut-être le faire. Bon, je vais peut-être pas tout à fait, voilà. Alors, Simon, il faut imaginer une écriture scolaire. Il doit avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi est-ce que Simon écrit la lettre? Question, peut-être que la mère ne parlait pas, n'écrivait pas le français. Certainement, elle savait parler. Les femmes se débrouillent comme partout, toutes les immigrées, c'est pareil. Celles qui se débrouillent avec le propriétaire, l'école, tout ce qui concerne la société, parce que les hommes de ce milieu polonais, enfin émigrés entre les deux guerres, ils étaient probablement moins francophones que les femmes, parce qu'ils circulaient dans des milieux yiddish, ils parlaient certainement suffisamment pour aller au tabac ou je ne sais quoi, ou pour lire le journal, parce que beaucoup étaient syndiqués et des militants. Donc, souvent, ce sont des enfants qui écrivent pour leur maman. Non, je vais vous lire un peu la lettre du petit Simon, qui est datée du 31 octobre 1942. Cher papa, chère Marie, cher Marcel, cher Raymond, cher Michel, je t'écris cette lettre pour te faire savoir que je suis à Drancy. Je suis ensemble avec maman. Je couche avec maman. Je la réchauffe parce que maman a très froid. Elle pleure toute la journée, mais je la console. Mais il n'y a pas moyen de la consoler. Ses bas sont tout déchirés. Sa combinaison est toute déchirée. Sitôt que tu recevras notre correspondance, tu nous enverras nos nécessaires et surtout, n'oublie rien. Envoie-nous une grande valise en carton dans laquelle, car nous n'avons pas de place pour mettre nos affaires. Envoie des colis, des colis, des colis, car j'ai grand appétit. Tu peux nous envoyer tout ce que tu veux, des poulets entiers, des boîtes de conserve, du beurre, de la confiture, des œufs, des tomates, des oignons, des poires, des pommes de terre, des bonbons, des biscottes, du pain. Bon, ils font de ces listes. Bon, c'est autant de choses, Carole Mann, qui ne se trouvent plus. Absolument. De toutes les manières. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette lettre Alors, ni Simon ni sa mère ne reviendront d'Auschwitz. Non, ils ne reviennent pas. Dans cette lettre extrêmement touchante, on voit bien déjà la fracture des familles, puisque Simon est tout seul avec sa maman,
il dort tout contre elle. Oui. Il explique on effectivement. On est en fin octobre, il fait froid, il n'y a pas de chauffage. C'est évidemment encore pire ensuite. On ne l'imagine même pas, cette suite. Oui. Et en fait, c'est une liste un petit peu où on a l'impression que c'est quand même l'imaginaire de l'enfant. Oui, tout à fait. Et nous avons ici une œuvre que je trouve très très belle qui est restée, qui a été restaurée, qui s'appelle Mon rêve. Ici aussi, au Camp des Milles, l'obsession c'était la faim. En sachant que les femmes ont été raflées, enfermées dans des hôtels sur Marseille, et elles ont été amenées au Camp des Milles au dernier moment, au moment où se sont formés les convois. Dans notre muséographie, à l'étage où dormaient les femmes et les enfants, certaines se sont suicidées avec leurs enfants dans les bras, justement parce qu'elles voyaient le convoi se former là, dans ce qui est aujourd'hui la cour en fait, de cette ancienne tuilerie, puisque c'est un lieu industriel à la base, le Camp des Milles, et dans le souci peut-être d'épargner le pire finalement, certaines ont choisi le suicide. D'autres ont choisi effectivement, peut-on dire choisir, je pense que l'expression n'est pas bonne, mais je suppose que c'est des stratégies que vous avez vues dans d'autres contextes de guerre. La préoccupation des femmes, c'est tout de même, oui, sauver les enfants, on l'a dit, la préoccupation des enfants, mais comme de tout le monde, c'est de manger, même si on sait très bien que tout ceci ne se retrouve pas. Une autre question, Carole Mann. Malheureusement, notre espace muséographique, bien sûr, est en ce moment fermé, vous l'avez compris. Nous sommes donc avec un public virtuel dans un auditorium qui, normalement, devrait accueillir un public plus nombreux pour vous écouter. Dans tous les terrains de guerre que vous avez fréquentés, vous dites que finalement, les femmes occupent toujours à peu près, sont toujours habitées en tout cas par ce même esprit de résistance qui peut, encore une fois, ne pas être une résistance armée, qui peut être une résistance extrêmement matérielle, une résistance de tous les jours. On l'observe effectivement dans presque toutes les situations extrêmes. Les femmes ne prennent pas forcément les armes déjà, parce que souvent il n'y en a pas, mais elles résistent autrement. C'est quoi le message de ces femmes finalement, y compris de celles, et peut-être surtout singulièrement de celles qui ne sont pas revenues pour vous aujourd'hui, dans ce monde qui est tout de même traversé de crises extrêmement graves, de fractures extrêmement profondes, le message de ces femmes debout, de ces femmes résistantes jusqu'au bout, même si c'était pour une destination inconnue qui était en fait la mort, quel est le message aujourd'hui dans nos sociétés? Pour moi, la façon dont je l'interprète et pour laquelle qui a guidé un peu ma vie, si vous êtes en vie et vos enfants sont en vie et nous sommes mortes, faites quelque chose de votre vie. Ne la vivez pas n'importe comment, mais trouvez une utilité à votre survie. Toute la génération d'après-guerre qui a été très engagée jusqu'à un certain point, c'est peut-être justement ce fait d'être issu d'une génération de survivants qu'on a un sens du devoir envers la société, le devoir de rectifier les horreurs vécues par la génération des parents et des grands-parents. Je crois que c'est ça un peu le message. Et ce qui a porté beaucoup d'intellectuels d'après-guerre et la création de grandes associations humanitaires, Médecins sans frontières, et ainsi de suite, je crois que c'est cette volonté de réparer et de se dire que si on est né, que ça serve à quelque chose. Donc voilà. Carole Mann, merci. Merci au nom du site mémorial du Camp des Milles, en espérant encore une fois vous accueillir la prochaine fois dans un contexte sanitaire plus serein. Une foire ouverte au public, évidemment, public qui nous manque énormément. Merci d'avoir participé à notre forum Femmes debout, Femmes en résistance. Et pour conclure, je vais vous laisser la parole, déjà sur votre actualité et sur ce que vous voudriez faire, parce que vous m'en avez parlé, de ce travail, la continuité de ce travail, justement de recherche, de documentation. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. La continuité, d'une part, j'espère qu'il y aura d'autres travaux. Ce serait peut-être bien de faire une exposition et peut-être même ici,
pour valoriser cette résistance non armée des femmes. La résistance par le minuscule, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'espère que tous mes travaux, que ce soit ceux-ci ou les choses que j'ai pu écrire sur Sarajevo, l'Afghanistan ou ailleurs, ça va dans ce sens-là, ne pas minimiser tout ce qui n'est pas armé. Je crois que vraiment tout ce qui est arme est appelé à faillir, à ne pas réussir, c'est ce qu'on voit. Et les trajectoires individuelles sont très importantes. Personnellement, maintenant, je travaille sur un autre sujet, c'est lié d'une certaine façon. Je reviens de nouveau à l'histoire juive, c'est celle des révolutionnaires russes juifs. Pourquoi, au XIXe siècle, y a-t-il eu tellement de révolutionnaires juifs? Qu'est-ce qu'ils a poussé, les Rosa Luxembourg? Mais il n'y a pas que Rosa Luxembourg, il y en a tellement. Et j'essaye de savoir qu'est-ce qui les pousse. À quel moment est-ce qu'on réagit? À quel moment on dit non? Et c'est la résistance. Et on peut dire non de tellement de façons différentes. Pendant la guerre, c'était peut-être planquer du pain. Comme j'ai vu dans une des lettres extraordinaires, cette femme qui écrit à sa sœur, elle a été prise, tout le monde a été prise, elle lui dit où elle a caché une savonnette au fond du four et qu'il y a un peu de beurre tout à fait en haut d'un placard. C'est déjà ça, quelques minutes qu'on vivra, qu'on ne nous prendra pas. Ça aussi, c'est de la résistance. Merci, Carole Mal. Merci, Laurence Ritter.